Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles auditeurs des Kako FM, la situation qui nous rapproche de l'histoire et de la culture. Ricardo Lenga est à la présentation, à la réalisation, c'est Libou Manga Black, assisté par Didier Mouniemana. À la mise en onde, je suis assuré par Gabriel Mupenda. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je suis avec l'historien Dani Kayeye, assistant dans plusieurs universités dans la ville de Goma et dans plusieurs écoles dans la ville de Goma, assistant et historien Dani Kayeye. Bonjour. Bonjour monsieur Ricardo, bonjour à tous les auditeurs des radios Kako FM, bonjour à tous les enseignants de la ville de Goma, bonjour à tous les motards, bonjour à toute la population de la ville de Goma et ses environs, et pourquoi pas les habitants qui habitent la région de Grand Lac. Nous leur disons bonjour. Historien Dani Kayeye, quel est votre avant-goût formationnel avant de commencer cette émission? Avant de commencer cette émission, monsieur Ricardo, c'est une très bonne question. Nous pensons à notre héros, que j'appelle héros, Floribert Bonachoui. C'est ça l'actualité qui domine, n'est-ce pas, l'histoire de notre pays aujourd'hui. Un jeune patriote de Goma qui avait accepté de perdre sa vie pour sauver des millions et des millions de gens, n'est-ce pas, puisqu'il avait refusé de cautionner ou d'accepter l'entrée dans la ville de Goma de produits avariés. Et avec ça, il avait été assassiné. C'est un acte patriotique, un acte héroïque que Floribert Bonachoui avait posé. Voilà pourquoi aujourd'hui, toute la République démocratique du Congo, en particulier, et le monde entier regrette la disparition brutale de notre confrère Floribert Bonachoui. Et avant d'éventrer le boa de cette émission, on part de l'autre côté de la belle vitrée avec Gabriel Mupenda qui va nous balancer cette chanson Milongo Mibale de Kumbanguiste. Aujourd'hui, on va décortiquer un thème spécial, Simon Kimbangu, un homme, une histoire. Dani Kayeye, avec cette thématique, on sera avec vous pour nous faire voyager dans l'histoire comme d'habitude. Historien Dani Kayeye, qui est Simon Kimbangu? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Merci beaucoup à tous les auditeurs de Kako FM 97.2. qui nous captent à pareil moment. Monsieur Simon Kimbangu, monsieur Ricardo et tous ces gens-là qui nous captent à pareil moment, c'est un homme charismatique, un patriote congolais qui est né, n'est-ce pas, il est né le 12 octobre 1887 en Kamba. Nous sommes dans le Congo central, la province qu'on appelait dans les temps le Congo, le Bas-Congo. Simon Kimbangu n'était pas n'importe qui, monsieur Ricardo, car son père s'appelait d'abord Kouyela, et sa mère s'appelait Louisi. Simon Kimbangu avec sa femme avait eu 3 enfants. Il y avait Kisolokele, il y avait Dialungane et il y avait Diangenda. Et Simon Kimbangu, c'est une figure de proue de l'histoire de notre pays, car il a marqué sa vie par les combats anticoloniaux. En 1915, Simon Kimbangu est baptisé par la Baptist Missionary Society comme catéchiste. Et en 1921, Simon Kimbangu commence à prêcher en Kamba. Là, nous sommes dans le Congo central. Et là, il va prêcher de manière que beaucoup de gens vont adhérer à ses idées. Car Simon Kimbangu n'était pas n'importe qui. Simon Kimbangu, un homme religieux, il a combattu le colonialisme. Il ne voulait pas que le Congo reste sous le joug colonial. Et avec ça, Simon Kimbangu est allé très loin. Il a demandé même aux Congolais de ne pas payer les impôts et les taxes qui alimentaient, n'est-ce pas, les caisses des Belges. Ah bon? À l'époque. Alors, avec ça, avec sa prédication, Simon Kimbangu, qui avait une vision anticolonialiste, il sera assassiné, n'est-ce pas, sur ordre du gouvernement
coloniale. Mais nous allons voir en pleine émission que Simon Kimbangu est déjà mort, monsieur Ricardo. Mais le Simon Kimbangu reste. Il n'est pas différent de Lumumba, il n'est pas différent de Thomas Sankara, il n'est pas différent de Laurent Désiré Kabila, il n'est pas différent du colonel Kadhafi qui est parti, il n'est pas différent de Mwalimu Julius Nyerere de la Tanzanie, il n'est pas différent de Jomo Kenyatta du Kenya. Donc, monsieur Simon Kimbangu a joué son rôle comme tout nationaliste congolais qui devait défendre sa patrie. Avant de continuer, historien Dani Kaeye, peut-on dire que Simon Kimbangu, c'est un héros? Tu poses la réponse, monsieur Ricardo. Simon Kimbangu, c'est un héros. Mais il y a beaucoup de héros dans ce pays que les gens ignorent. Il y a par exemple Chimpavita Dona Béatrice. Souvenez-vous, Chimpavita, qui est morte au XVIIIe siècle. Une fillette Mukongo de 17 ans. Puisque Simon Kimbangu aussi c'était un Mukongo, n'est-ce pas? Et le premier président de notre pays, Joseph Kasavubu, c'était un Mukongo également. Et cette fille-là, Chimpavita, nous allons parler aussi de Chimpavita qui était un Mukongo de 17 ans, qui a joué un rôle très capital pour chasser les Portugais qui occupaient le Congo. À l'époque, c'était sous le roi Antonio Ier, qui a été même tué, sa tête coupée par les colons portugais. Et c'est suite à ça que Chimpavita va mobiliser des jeunes Congolais, des patriotes congolais, à la bataille d'Ambouila. Là, nous sommes le 25 octobre 1665. Les jeunes Congolais. Chimpavita, une jeune fille Mukongo de 17 ans, qui va chasser les Portugais jusqu'en Angola. Malheureusement, ils vont se préparer en Angola. Ils vont revenir, les Portugais vont revenir le 2 juillet 1706. Ils vont capturer Chimpavita et ils vont la brûler vive. Mais Chimpavita, avant sa mort, monsieur Ricardo, nous sommes en 1706, 18e siècle. Qu'est-ce que Chimpavita avait fait? Puisque Chimpavita, après avoir chassé les Portugais du Congo, n'est-ce pas, elle s'était mariée à un monsieur qu'on appelait Jean Barreau. Jean Barreau. Ils vont avoir un enfant. Maintenant, quand les Portugais sont rentrés le 2 juillet 1706, ils vont capturer Chimpavita, la fillette là, Mukongo de 17 ans. Ils vont lui dire: tu nous avais humilié, mademoiselle Chimpavita. Tu étais sorcière. Chimpavita va dire: au nom du patriotisme, au nom de l'amour de notre pays, le Congo, je vous avais chassé. Chimpavita avait un bébé à main de moins de 1 mois. Un bébé de moins de 1 mois. Les Portugais vont menacer de brûler Chimpavita et son enfant. Chimpavita va dire à ces Portugais qui voulaient la brûler que je défendais mon pays. Mais ces petits que vous allez brûler avec moi n'étaient pas là quand je vous faisais la guerre. Les Portugais vont répéter, vont dire à Chimpavita, une fillette de 17 ans, que nous allons vous brûler toi et ton enfant. Car l'enfant d'un serpent, c'est aussi un serpent. Ah bon? Chimpavita va leur dire ceci. C'est une héroïne, monsieur Ricardo. Il va dire ceci aux Portugais: vous allez me brûler avec mon enfant, n'est-ce pas? Mais cet enfant renaîtra quelque part dans le royaume Congo. Et c'est cet enfant-là que vous appelez Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Ah bon? N'est-ce pas? C'est une incarnation de Chimpavita. Dona Béatrice, une jeune fille Mukongo qui chassa les Portugais, n'est-ce pas, de la domination du royaume Congo. Mais aussi, les gens qui nous captent à pareil moment, monsieur Ricardo, ils doivent savoir que Simon Kimbangu a joué un rôle très capital. C'est un véritable héros. Voilà pourquoi chaque 6 avril, on commencera à commémorer, n'est-ce pas, l'anniversaire de Simon Kimbangu, le 6 avril. Simon Kimbangu, ce qu'il a mené comme lutte, comme combat contre la colonisation. Et parmi les éléments qui ont fait que Kimbangu soit tué, c'est une seule phrase, monsieur Ricardo. Qu'est-ce qu'il avait dit aux Belges? Il avait dit à l'administration coloniale belge que bientôt, puisque les Congolais souffraient, puisque les Belges, pour diriger le Congo, monsieur Ricardo, ils avaient une politique sur le plan judiciaire. N'est-ce pas? Heureusement, tu as fait le droit. Sur le plan judiciaire, ils avaient une politique appelée la politique du fouet. La politique du fouet. Ou la politique de la chicotte. Donc, ils avaient compris que les Congolais, ils résistaient trop contre la colonisation, contre les méthodes brutales coloniales belges. Et les Congolais vont commencer à se révolter. Et parmi les gens qui se révoltaient, il y avait Simon Kimbangu. N'est-ce pas? Et il va dire à ces colonisateurs belges, il va dire ceci, une phrase célèbre qui a fait qu'il soit même arrêté et condamné à mort avant de commuer sa peine à perpétuité. Il avait dit aux Belges: bientôt la colonisation va prendre fin. Donc il a prédit l'indépendance. Oui,
Tout ça, il avait prédit dans sa prophétie. Il avait dit aux Belges, je répète, que bientôt la colonisation va prendre fin. Alors, comme les Belges ne voulaient pas quitter le Congo, souvenez-vous à ce professeur belge qu'on appelait Van Bilsen. En 1955, ce professeur belge Van Bilsen, il va proposer ce qu'on appelle le plan de 30 ans. Le plan de 30 ans. De 30 ans. Donc pour les Belges, M. Ricardo, ils ne voulaient pas quitter le Congo. Le Congo, c'est ça le pays où coule le lait et le miel, comme dit la Bible. Il y a des gens qui cherchent le paradis ailleurs. Mais le paradis, c'est le Congo. Voilà pourquoi il y a de multiples guerres dans ce pays. C'est un pays convoité. Quand vous lisez les livres d'un professeur congolais, Eli Kiambokoro, c'est un grand historien, il avait écrit un livre, Les continents convoités. Les continents convoités. Donc l'Afrique en général est convoitée par les puissances étrangères, en particulier la République démocratique du Congo, qui regorge plus de 40% des richesses naturelles laissées par Dieu dans ce pays. Voilà pourquoi nous sommes en difficulté, monsieur Ricardo. Les Congolais sont en danger à cause des richesses que nous regorgeons. Notre pays est extrêmement riche. Malheureusement, les Congolais restent parmi les hommes les plus pauvres de la planète. Donc, parmi les grands combattants, parmi les grands héros de l'indépendance de ce pays, il y a Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a lutté. Il a demandé même aux Congolais de ne pas payer les taxes et les impôts, parce que ça allait dans les poches des Blancs. Il a demandé aux Congolais de résister contre la colonisation belge. Kimbangu a joué ce rôle-là, malgré qu'il était religieux. Et comme déjà, en Kamba, qu'on appelle Nouvelle-Jérusalem. Ah bon? Nouvelle-Jérusalem, c'est en Kamba. C'est un petit village du Congo central qu'on appelait dans l'état Bas-Congo. C'est là maintenant qu'il va fonder le kimbanguisme. En Kamba. En Kamba, au Congo central. Et Kimbangu veut dire quoi, monsieur Ricardo? Kimbangu veut dire révélateur des choses cachées. Révélateur des choses cachées. Révélateur, c'était un véritable prophète. Là, c'est en Kikongo. À Kikongo. Révélateur, Kimbangu, c'est en Kikongo qui signifie révélateur des choses cachées. Donc, Kimbangu, lui, il prédisait l'histoire. Il prédisait ce qui va arriver. Et moi, je vous dis, monsieur Ricardo, Simon Kimbangu il est le premier à avoir prédit l'indépendance de notre pays, que nous avons acquise un certain jeudi 30 juin 1960. Avant de partir de l'autre côté de la belle vitrée, Dani Kayeye, peut-être une question encore. Est-ce qu'on peut dire que Simon Kimbangu avait fait des miracles comme Jésus, vrai ou faux? Tu poses la réponse, monsieur Ricardo. Vous devez savoir que Simon, la Bible d'abord dit ceci, en tant que bishop, n'est-ce pas? Là, vous parlez comme un bishop. La Bible dit ceci. À tout celui qui a la foi, il a la capacité de déplacer les montagnes et les montagnes vont se déplacer. Il a la capacité d'ordonner à une montagne de se déplacer et la montagne va se déplacer. Ça, c'est au nom de la foi. Simon Kimbangu a fait des miracles et des miracles. Simon Kimbangu, d'abord, il marchait sur les eaux du fleuve Congo. Il marchait sur les eaux? Les eaux du fleuve Congo, n'est-ce pas? Et Jésus aussi marchait sur les eaux. Il avait la foi. Il marchait sur les eaux. Il multipliait la nourriture. Simon Kimbangu. Pour nourrir les foules. Jésus aussi l'avait fait à la fête. Quand il avait multiplié les poissons et les pains pour nourrir les gens qui étaient à la fête. N'est-ce pas? Simon Kimbangu ressuscitait les morts. Jésus aussi le faisait. Simon Kimbangu. Il ressuscitait les morts. Les paralytiques, il les guérissait par prière ou par imposition des mains. Simon Kimbangu le faisait. Simon Kimbangu aussi, c'était un homme extraordinaire puisque il s'est dédoublé. Il s'est dédoublé. Il pouvait être, c'est là ce qu'on appelle la téléportation. La téléportation. Il pouvait être ici et ailleurs. Il pouvait être ici et ailleurs. Mais aussi, les colonisateurs belges voulaient l'assassiner depuis très longtemps. Mais quand ils tiraient des balles sur lui, les balles tombaient comme de l'eau. Les balles tombaient comme de l'eau. Donc Simon Kimbangu a fait des miracles et des miracles de manière que les Blancs avaient compris, avec la force spirituelle de Kimbangu, un enfant noir congolais, il ne pouvait pas réussir. Et Kimbangu est allé très loin pour montrer à ces colonisateurs belges qu'un jour, les Blancs deviendront noirs
Hein? Les noirs, les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront des blancs. Simon Kimbangu l'avait dit. Donc, tout ce que Kimbangu a dit, c'est arrivé. Simon Kimbangu est allé même très loin en prédisant la montée en puissance des leaders africains pour combattre et arracher les indépendances de leurs États. C'est dans ce contexte que Lumumba va naître. Ah bon? Puisque Lumumba, c'était une incarnation de Simon Kimbangu. Il y a Nyerere de la Tanzanie, Jomo Kenyatta, n'est-ce pas, du Kenya. Il y avait Modibo Keïta du Mali, Thomas Sankara. Tous ces gens-là, c'était... Kimbangu avait déjà prédit la montée en puissance des leaders africains, Kwame Nkrumah du Ghana aussi, n'est-ce pas, qui mèneront une lutte acharnée pour que leur pays soit indépendant. Donc, Simon Kimbangu, monsieur Ricardo, était un véritable prophète. Que les gens le veuillent ou pas, Simon Kimbangu reste Simon Kimbangu. Il reste un grand nationaliste congolais en particulier et un grand patriote africain dans la région de Grand Lac. On part de l'autre côté de la technique avec Ndaiki Yekole, des Kimbanguistes, et puis on va rentrer dans ces studios. Retour dans ce studio de la radio Kako FM, la 97.1 MHz avec les archives du monde, l'historien Dani Kaye, Ricardo Linga à la présentation. Vous voulez envoyer vos questions ici en direct dans ce studio de la radio Kako FM. Nous sommes au 09 93 63 54 et 68. Je réitère le numéro. Vous voulez envoyer le numéro au professeur historien Dani Kaye, assistant dans plusieurs universités dans la ville de Goma. Nous sommes au 09 93 54 54 68 ou sur WhatsApp nous sommes au 089 28 15 027. Sur WhatsApp nous sommes au 089 28 15 027. Historien Dani Kaye, on vient d'écouter la chanson d'Aiki Yekole de Kimbanguiste parce que nous parlons aujourd'hui du spécial Simon Kimbangu, un homme, une histoire. Historien Dani Kaye, pourquoi Kimbangu a été condamné et quelle a été sa phrase célèbre qu'il a prononcée? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Comme je l'ai toujours dit,
Simon Kimbangu a joué un rôle très capital dans la décolonisation du Congo belge. La célèbre phrase qu'il avait prononcée encore une fois, c'est celle-ci. Je cite, Simon Kimbangu avait dit aux Belges, il avait dit ceci, que bientôt la colonisation va prendre fin. Bientôt la colonisation va prendre fin. Alors, c'est ce qui avait poussé les Belges à l'arrêter et à les condamner à mort. Mais avant que le roi Albert Ier commis cette peine à vie. Alors, Simon Kimbangu, avec cette phrase, les Belges avaient compris que non. Simon Kimbangu, c'est un élément dangereux, puisque Kimbangu, son combat était focalisé sur la colonisation. Lui ne voulait pas entendre parler de la colonisation. Il voulait d'ailleurs le départ immédiat des Belges. Il voulait que les Belges quittent le Congo et qu'ils laissent le Congo libre. C'était ça le combat de Simon Kimbangu. Mais aussi, comme je le disais, M. Ricardo, souvenez-vous de ces professeurs-là, Van Bilsen. Van Bilsen. En 1955, il va proposer un plan de 30 ans. C'est-à-dire, le Congo ne devait même pas être indépendant en 60. Non. Le Congo devait avoir son indépendance en 1985. Ah bon? 1985, puisque les Belges, avec tout ce qu'ils ont tiré au Congo comme profit, ils ne voulaient pas, ils ne rêvaient même pas partir du Congo. Ils ne voulaient pas quitter le Congo. Voilà pourquoi le plan de 30 ans avait été combattu par Emery Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu et d'autres leaders congolais qui ne voulaient même pas entendre parler de ces plans. Le plan a été rejeté. Il fallait que le Congo soit indépendant et le 30 juin 1960, le Congo devenait indépendant. Mais aussi, souvenez-vous que le discours célèbre d'Emery Patrice Lumumba, Kimbangu avait déjà prédit, n'est-ce pas, la montée en puissance des leaders africains en général et en particulier Emery Patrice Lumumba, qui avait joué un rôle moteur dans ce qu'on appelle l'émancipation du Congo. Ah bon? Kimbangu l'avait déjà prédit. Et ces discours-là, le célèbre discours d'Emery Patrice Lumumba, prononcé le 30 juin 1960, M. Ricardo, les gens ils spéculent sur ces discours. Parce que Kimbangu avait déjà prédit tout ça. Ces discours-là avaient été écrits par Lumumba lui-même. Ah bon? Ces discours avaient été écrits un certain mardi. Un mardi. Et le jeudi, 2 jours après. Et le jeudi 30 juin 1960, l'indépendance du Congo est proclamée. Et le discours là que Lumumba avait prononcé ce jour-là, c'est lui-même qui avait écrit. Et pourquoi les gens spéculent? Les gens spéculent, ils pensaient que Lumumba n'avait pas la capacité. Or, Lumumba, c'était un homme très intelligent. Puisqu'il y a des gens qui ont mené des études sur Lumumba. Ils avaient compris que Lumumba avait une capacité de 10 professeurs. 10 professeurs. L'intelligence de Lumumba en 60. J'ai un livre que j'ai chez moi à la maison, intitulé Qui dominera le monde. Qui dominera le monde? C'est un livre de 400 pages. 400 pages. Que j'ai déjà lu plus de 3 fois. Ah bon? Et là, on parle de Lumumba dans ce livre-là, n'est-ce pas? C'était un homme très intelligent, Lumumba. Très intelligent. Alors, les Occidentaux avaient compris dans le contexte de la guerre froide, il fallait que Lumumba soit éliminé. Et c'est dans ce contexte que Lumumba était éliminé. Mais Simon Kimbangu, M. Ricardo, avait déjà prédit tout ça. Tous ces grands leaders qui ont joué un rôle très capital dans l'émancipation de leur pays, Kimbangu l'avait déjà prédit. Kimbangu n'était pas n'importe qui, comme je le disais. Il a fait quelqu'un qui marchait sur les eaux, M. Ricardo, comme Jésus. Et quelqu'un qui ressuscitait des morts. Il ressuscitait les morts, les paralytiques, il guérissait même les paralytiques, les handicapés, par prière ou par imposition des mains. Il donnait, il multipliait la nourriture pour nourrir les foules. Jésus le faisait aussi. Là, vous parlez comme un bishop. Comme un bishop. Donc, pour vous dire que Simon Kimbangu n'a pas été n'importe qui. Et c'était son église était très écoutée et très suivie. Maintenant, cette église appelée kimbanguiste était une menace à la politique coloniale belge. Ah bon? Pour les Belges, il fallait anéantir Kimbangu. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a été assassiné. Et Simon Kimbangu a fait 30 ans en prison. 30 ans en prison? Il a fait 30 ans. Mandela a fait 27 ans en prison. Le Sud-Africain Mandela, Nelson Mandela, il a fait 27 ans en prison. Mais Simon Kimbangu a fait 30 ans. Il a été arrêté en 1921 en Kamba. Il a été renvoyé au Katanga, dans une prison souterraine, et il a fait 30 ans en prison.
Donc c'est Kimbangu le plus vieux prisonnier du monde. Oui, c'est le plus vieux prisonnier du monde. Il est parmi les plus vieux prisonniers du monde. Et Kimbangu, qu'est-ce qu'il disait, monsieur Ricardo? Kimbangu disait ceci: je suis prêt à mourir, mais pourvu que le Congo soit indivisible. Ça, c'était. Et Lumumba a répété la même phrase. Kimbangu le disait. Et les Blancs proposaient à Kimbangu de le relâcher. Mais Kimbangu disait: si vous me relâchez, laissez-moi continuer avec mes activités religieuses. Laissez-moi continuer avec les combats, puisque nous devons libérer le peuple noir, le peuple congolais. Et les Blancs n'ont pas accepté. Mais comme Kimbangu était un prophète véritable, monsieur Ricardo, il savait même le jour de sa mort. Il savait le jour de sa mort. Il savait, puisque Kimbangu est mort le 12 octobre 1951 à 15h, heure d'Elisabethville. À 15h, heure d'Elisabethville. Heure d'Elisabethville à 15h. Ah bon? Pour être remplacé par Joseph Diangenda. Son fils. C'est lui qui l'avait remplacé. Mais il avait tout prédit. Il avait tout prédit. Et tout ce que Lumumba, Kimbangu disait, c'est arrivé. Il avait même prédit un président, tous les présidents qui ont défilé sur la tête du Congo. Il avait parlé de Kasavubu. Il avait prédit un président qui sera président en 60, c'est Kasavubu, mais qui ne va pas trop durer. Mais ce sera un président aussi mou, qui n'est pas trop chaud. Ça, c'est Joseph Kasavubu. Il avait aussi parlé de Mobutu, et un deuxième président qui viendra, qui va régner sur le Congo avec la terreur. Et il va durer très longtemps. C'est Mobutu avec 32 ans au pouvoir. Il a parlé même de Laurent Désiré Kabila, le troisième président du pays, n'est-ce pas? Il viendra, il essaiera un peu de redresser les choses dans le pays, mais il sera aimé par la population, mais il sera assassiné trop tôt. C'est Laurent Désiré Kabila. Donc il a parlé de tout ça. Et c'est avéré. Et c'était vrai, puisque Kimbangu était un véritable prophète. Toutes ces prophéties, M. Ricardo, étaient correctes. Donc voilà pourquoi il a été assassiné, à cause de son combat anticolonial. Voilà pourquoi on l'appelle héros. Il y a beaucoup de héros dans ce pays, mais que les gens ignorent. Comme Bwanachui, c'est héros. Il a au moins accepté de mourir. Et d'ailleurs, c'est la question que j'allais vous poser, historien Dani Kayeye. Floribert Bwanachui a été assassiné pour avoir refusé l'entrée dans la ville de Goma de produits avariés. Qu'il a été assassiné, bien sûr. Est-il un héros? Mais tu poses la réponse, M. Ricardo. Les gens comme les Bwanachui, ils sont très nombreux dans ces pays. Bwanachui, vous savez, aujourd'hui, on est en train de célébrer, aujourd'hui même, l'église catholique, tous les Congos. Il a été même béatifié à Rome. Le cardinal Ambongo était là. Il y avait une forte délégation venue de Goma, n'est-ce pas, qui est partie à Rome. Il y avait des autorités congolaises qui sont partis, même les membres du gouvernement. Ils étaient à Rome quand on a béatifié ces jeunes fils du Congo, de Goma en particulier. Il a accepté parce qu'il travaille à l'OCC. Oui. Il savait que la nourriture qui voulait entrer dans ces pays, à Goma, c'était avarié. Et à l'époque, il y avait à peu près 2 millions de gens. Et imaginez-vous, si cette nourriture, il laissait cette nourriture entrer, et les gens consommaient cette nourriture, mais les gens allaient mourir en masse ici, comme des moustiques. Mais lui, au nom du patriotisme, au nom de l'amour de ce pays, on lui avait même proposé de l'argent, mais il avait refusé. Il avait dit: je préfère mourir au lieu que mes compatriotes soient trahis par moi. Et il a été, n'est-ce pas? Vous voyez comment Dieu paye les gens. Aujourd'hui, Bwanachui, c'est une légende. C'est un modèle à suivre. Il est dans cette lignée-là de Kimbangu, de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, Chimpavita, n'est-ce pas? Tous ces rois-là, qui ont Zingakuvu, qui ont régné sur le royaume Congo. Le roi Antonio Ier, ce roi-là qui s'était retrouvé avec une tête coupée par les Portugais, avant que Chimpavita n'entre dans la rébellion contre les Portugais. Donc, dans ce pays, il y a des gens, des modèles à suivre pour la défense de cette république. Nous devons aimer ce pays, Ricardo. Nous devons aimer ce pays. Le Congo, c'est notre pays. Nous devons l'aimer. Mais pour que le Congo aille de l'avant, M. Ricardo, nous devons éviter le tribalisme, le colonisme. Ce sont des antivaleurs qui font que le pays ne peut jamais se développer. N'est-ce pas? Le tribalisme, ça n'existe nulle part ailleurs. Ailleurs, on a déjà dépassé ce stade-là. Je l'ai toujours
toujours dit, il n'y a pas de Congolais du Nord, il n'y a pas de Congolais du Sud, il n'y a pas de Congolais de l'Est, il n'y a pas de Congolais de l'Ouest. Nous tous, nous avons un seul dénominateur commun, Congolais. Voilà pourquoi nous devons protéger ce pays par tous les moyens, même au sacrifice suprême. On part de l'autre côté de la technique avec cette chanson Ngai Mwilu Naza Esengo des Kumbanguistes, et puis on va rentrer. Osala makasi na kopesa tata maboko, osala makasi na kosunga tata na bino. Bino nde bosimbili ngombo ya bino bamama, kozwa lokumu. Bino nde bosimbili ngombo ya bino bamama, kozwa lokumu.
tokotika yo te tokolanda yo tokopesa yo maboko tolingi yo yangani tokopesa yo maboko ata bakobundisa yo biso tokotika yo te tokopesa yo maboko ata bakobundisa yo biso tokotika yo te tokopesa yo maboko mama bolemba te nakosunga lingomba oyo mama bolemba te nakopesa tata maboko Après la chanson Gaïmouilou Nazae Sengo de Kumbangiste rentre dans ce studio de la radio Kako FM. À la présentation Ricardo Olenga, je suis accompagné par Lustonrier Danika et notre invité de tous les jours dans cette émission Les Archives du Monde. Nous sommes au 0993 63 54 et 68 pour vos SMS et puis on va lire ça. Va lire vos questions dans ce studio. Vous voulez poser vos questions en direct, on va les lire. Nous sommes en direct et ce n'est pas en différé. Vous voulez poser vos questions en direct, on va les lire. Nous sommes en direct et ce n'est pas en différé. Ou sur WhatsApp, nous sommes 089 28 15 027. Je réitère le numéro WhatsApp, nous sommes au 088 15 027. Ce n'est pas un secret que représente la couleur est blanche chez le Kimbanguiste. Chez le Kimbanguiste, la couleur verte représente l'espérance et la victoire. L'espérance et la victoire, mais aussi ça représente la végétation. Qui voit la végétation, il voit les richesses que le Congo regorge. Surtout que la RDC détient la deuxième forêt la plus vaste au monde, qu'on appelle la forêt équatoriale, qui vient après la forêt d'Amazonie au Brésil. Et la couleur blanche représente la pureté. Il y a deux couleurs. Les uniformes des Kimbanguistes, c'est vert et blanc. Vous allez voir, il y a aussi la couleur blanche qui symbolise en grande partie la paix. La paix, la pureté, tout ça du pays, ou l'amour universel qui doit caractériser par le fidèle Kimbanguiste. La paix, M. Ricardo. Donc, l'église Kimbanguiste, n'est-ce pas, prêche au nom de la paix. Pas au nom de la paix, pas au nom de la division. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Et le fait que le Congo soit uni autour d'un seul maître, n'est-ce pas, que vous appelez Jésus-Christ, n'est-ce pas, puisque Kimbangu était considéré comme les disciples de Jésus sur cette terre des hommes. Et Dani Kayeye, si ce n'est pas aussi un secret par ricochet, est-ce que Kimbangu, parce que les gens le disent, était appelé aussi le Messie noir, vrai ou faux? C'était le Messie noir. D'ailleurs, Kimbangu est allé très loin. Il est allé très loin en montrant que même Jésus était noir. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est puisque les gens changent l'histoire. Et les gens, c'est puisque les blancs ont dessiné Jésus comme un blanc, je ne sais pas quoi. Mais les gens savent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, le monde a été peuplé à partir de l'Afrique. Le berceau de l'humanité. Le berceau de l'écriture. La première écriture est né en Afrique et en Égypte, qu'on appelle les hiéroglyphes. Ça c'est personne ne peut contester cette histoire. Alors, Kimbangu, c'était le Messie noir. Le Messie noir. Et personne ne peut le contester. Et c'est vrai. Et puisque moi, je l'ai toujours dit, M. Ricardo, l'histoire que nous enseignons à l'école, c'est une histoire coloniale. Ce sont les Blancs qui ont écrit notre histoire. Ils ont écrit notre histoire à notre place. Voilà pourquoi d'autres présidents comme Nelson Mandela,
n'est-ce pas, paix à son âme, avait réuni au moins des historiens sud-africains pour réécrire encore la vraie histoire de l'Afrique du Sud. Ah bon? Aujourd'hui, les Sud-Africains apprennent la vraie histoire de leur pays. Senghor l'avait fait au Sénégal aussi. Et moi, je demande aux autorités congolaises qui nous gèrent de tout faire pour changer ces programmes. Le programme que nous avons, n'est-ce pas, d'éducation, c'est un programme calqué sur les modèles coloniaux, alors que nous avons notre propre histoire. Lumumba est allé très loin, M. Ricardo. Lumumba est allé très loin en disant que l'histoire du Congo s'écrira au Congo et non ailleurs. L'histoire de l'Afrique s'écrira en Afrique et non à Paris, et non à New York, et non à Washington, et non à Londres. Donc, Lumumba l'avait dit, puisqu'il avait compris que l'histoire que nous enseignons aux enfants, c'est une histoire tronquée, c'est une histoire écrite par les colonisateurs, n'est-ce pas, qui ont écrit pour faire leur promotion, pour montrer aux gens que les Africains, mais il y a aussi d'autres historiens européens qui sont allés très loin, en voulant montrer que l'Afrique c'était un continent sans histoire, alors que l'histoire est née en Afrique, avec Afrique considérée comme le berceau de l'humanité, puisque l'histoire commence avec l'apparition de l'homme sur la terre, et le premier homme est né en Afrique, pour vous dire que l'Afrique, l'histoire est africaine et l'histoire est noire. On nous suit depuis partout dans le monde, et partout dans le monde. Il y a quelqu'un qui nous écrit depuis Lubumbashi. Il s'appelle Sampi Chiswaka. Depuis Lubumbashi. Il vous pose cette question: comment est-ce que Lumumba était-il mort? Et comme messieurs, Simon Kimbangu était-il mort? Simon Kimbangu, quand il a commencé à prêcher, beaucoup de gens, quand il faisait des miracles, les Blancs ont senti que c'était une menace vis-à-vis de leur pouvoir. Et c'est comme ça que Simon Kimbangu sera arrêté en 1921 en Kamba. Et on va le transférer au Katanga. Il va faire 30 ans en prison. 30 ans en prison. 30 ans en prison. Et il était torturé. Matin, midi et soir. Il était torturé. Et Simon Kimbangu va mourir le 12 octobre 1951. Après 30 ans, M. Ricardo, qu'il a passé en prison. Et il est mort à 15 heures. À 15 heures. À Elisabethville, que vous appelez Lubumbashi aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui a lutté pour que le Congo reste indivisible. Et Lumumba, Kimbangu le prédisait. C'était un prophète, n'est-ce pas, au vrai sens du terme. C'était un combattant, c'était un patriote, de manière que tous les Congolais, s'ils imitent Kimbangu, ils imitent Lumumba, ils imitent tous ces gens qui ont accepté de verser leur sang pour que le Congo reste indivisible. Moi, je crois que le paradis nous est réservé. Il y a Diem depuis les États-Unis. Il vous pose cette question: historien Dani Kayeye, quels ont été les événements marquants qui ont conduit à l'arrestation de Simon Kimbangu en 1921? Ce sont surtout ses prédications. Puisque sa manière de prêcher, quand il prêchait, c'est tous les bas Congo qui étaient en ébullition. Tous les Congos central aujourd'hui qui étaient en ébullition. Et Kimbangu, tout ce qu'il disait, quand il commençait à guérir les gens, les paralytiques qui ne marchaient pas, ça me rappelle l'histoire de Soundiata Keïta, l'Empire du Mali, n'est-ce pas, avec Soumanguru Kanté, à la bataille de Kirina, 1235. Il guérissait les paralytiques, M. Ricardo. Il guérissait les aveugles. Les aveugles, oui. Les aveugles voyaient. Kimbangu marchait sur les eaux du fleuve Congo. Comme Jésus-Christ. Il multipliait la nourriture pour nourrir les foules, comme Jésus l'avait fait, en multipliant les pains et les poissons. Et alors, avec tous ces miracles-là, les Blancs avaient compris que Kimbangu était devenu une menace contre la colonisation. Puisque les Belges ne voulaient pas quitter le Congo. Alors, pour les Belges, il fallait fomenter des faux motifs pour accuser Kimbangu de chercher à renverser les régimes coloniaux. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté en 1921, conduit en prison, 30 ans. Et il était torturé matin, midi et soir, Kimbangu. Mais il disait ceci: je suis prêt à mourir, mais pourvu que le Congo reste indivisible. Donc voilà pourquoi Kimbangu aujourd'hui, il est reconnu comme héros. Au même titre que Laurent Désiré Kabila, Emery Patrice Lumumba et tous les autres héros, n'est-ce pas, qui ont défendu ces pays partout où ils sont partis. On a plusieurs messages qui nous inondent. Il y a Witanene depuis Kinshasa qui nous écrit, nous dit: quel rôle le mouvement kimbanguiste joue-t-il dans la société contemporaine congolaise? Ces mouvements, les mouvements appelés le kimbanguisme, c'est la doctrine de Simon Kimbangu. Ce sont les idées phares de Simon Kimbangu. Ces mouvements-là kimbanguistes a joué un rôle très capital dans la décolonisation du Congo belge.
dans la décolonisation. Ils ont joué un rôle très capital, puisqu'avec ces prêches, n'est-ce pas, avec ces prédications, les gens ont pris conscience, n'est-ce pas, du danger qui guettait le pays. Voilà pourquoi les gens se sont lancés dans les combats contre la colonisation. Voilà pourquoi Kimbangu et ses partisans ont tout fait pour que les Belges puissent quitter le Congo et laisser le Congo libre. Et c'est dans ce contexte qu'il est mort. Mais d'autres petits Kimbangu sont arrivés. Emery Patrice Lumumba est arrivé. Petit Kimbangu. Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il y a les Tchombe qui sont arrivés avant de trahir Lumumba. Il y a Kassavoub qui est arrivé. Il y avait Diome qui est arrivé. Il y avait Ngaloula qui était là. Il y avait Maloula, le premier cardinal de ce pays, le cardinal Maloula. Il y a beaucoup de Congolais qui ont joué un rôle très capital dans la décolonisation de ce pays. Et tout ça, c'était dans la prophétie de Simon Kimbangu, qui prédisait la montée de ces nationalistes congolais en particulier, et africains en général, qui lutteraient contre les colères colonisateurs pour que leur pays accède à leurs indépendances. C'est dans ce cadre que notre pays va attraper son indépendance un certain jeudi 30 juin 1960. Avant de prendre une bouffée d'oxygène, il y a quelqu'un, il s'appelle Gabriel, depuis la ville-province de Kinshasa. Il nous dit ceci, il vous pose cette question. Historien d'Anikaye, comment Simon Kimbangu a-t-il été traité pendant sa détention et quelles a été les circonstances de sa mort en 1961? Bon, ça, il est mort en 51, je l'ai dit, quand il a été arrêté. Imaginez-vous la suite, nous sommes pendant la période coloniale. Et je disais, M. Ricardo, ici, que sur le plan juridique, les Belges avaient une politique appelée la politique du fouet, la politique de la chicotte. Donc ils chicotaient les gens sérieusement. Sérieusement, puisqu'ils avaient compris que les Congolais, qui commençaient à se révolter suite aux prédications de Kimbangu et ses partisans, ils avaient compris que si nous laissons taire ces gens, ils vont nous submerger, ils vont nous dominer et ça serait un problème. Il y a déjà des Congolais qui sont morts suite aux tortures à l'époque coloniale. Beaucoup de Congolais sont morts comme ça, suite à cette politique du fouet ou à cette politique de la chicotte. Et Kimbangu aussi était torturé. Il était accusé de subversif, donc de quelqu'un qui ne voulait pas que les Belges restent au Congo. Et c'est dans ce contexte qu'il a été déporté d'Nkamba, du Congo central, jusqu'au Katanga. Et vous allez voir, même Lumumba est mort au Katanga. Okito est mort au Katanga, Mpolo est mort au Katanga. La plupart des leaders congolais sont morts dans une prison appelée Boulou, je crois. C'est une prison souterraine qui a été construite à l'époque coloniale. Au Katanga. Au Katanga. C'est dans cette prison que Lumumba était aussi, dans cette prison. C'est dans cette prison que Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951 à 15h, heure d'Elisabethville. Et lui-même avait prédit cette heure-là. Il avait prédit, il connaissait déjà cette terre-là, qu'il mourra ce jour-là et à 15h. Et c'est arrivé, M. Ricardo, c'est arrivé. Et là, vous confirmez à coup de marteau. Je confirme à coup de marteau que c'était Kimbangu était un véritable prophète. Et personne ne peut me contredire. Et M. Ricardo, pour votre information, l'église kimbanguiste se trouve dans la plupart des pays du monde. Dans la plupart des pays du monde. En France, il y a les kimbanguistes. Aux États-Unis, il y en a. En Angleterre, il y en a. En Russie, il y en a. En Belgique, il y en a. Les kimbanguistes sont partout. Et ils sont reconnus sur le plan mondial. Et sur le plan international, les combats qu'avait mené Simon Kimbangu, c'est un combat légal qui est reconnu partout au monde. On reconnaît les combats de Simon Kimbangu dans la décolonisation du Congo-Kinshasa. Et il nous dit ceci, quelle est la date et le lieu et les lieux de naissance de Simon Kimbangu, historien d'Anikaye? Simon Kimbangu est né en Kamba, c'est au Congo central. C'était en 1887. Et il est mort en 64 ans. Il y a quelqu'un qui vous pose cette question. Quelles ont été les influences religieuses et culturelles qui ont façonné sa spiritualité durant sa jeunesse? Il s'est basé sur surtout la Bible. Quand il lisait la Bible dit que l'homme doit s'affranchir de l'esclavagisme. Kimbangu avait compris que l'homme blanc n'est pas venu aider l'homme noir, il est venu les dominer. Alors pour Kimbangu, avec sa prédication, il montrait aux gens que les Congolais doivent prendre les taureaux par les cornes. Les Congolais doivent se prendre en charge et mettre fin à la colonisation. Puisque c'était un héros
On l'appelle héros aujourd'hui puisqu'il a centré son combat sur l'anticolonialisme. C'était ça son combat. Il était contre la colonisation. Il était contre les méfaits de la colonisation. Les mauvais traitements que les Belges faisaient subir aux Congolais. Et Kimbangu disait subir aux Congolais. Et Kimbangu disait vous devez laisser les Congolais libres, vous devez rentrer chez vous en Belgique. Les Belges n'ont pas été d'accord avec la prédication de Kimbangu. Il y a eu des soulèvements. Au Congo central, c'était terrible. On vous dit que Simon Kimbangu était un homme fort. Il y a des fois, les Belges ont tenté de l'assassiner plusieurs fois. Mais selon certains témoins, les balles tombaient comme de l'eau quand on tirait sur lui. Ah bon? Les balles tombaient comme de l'eau quand on tirait sur lui. Alors, Simon Kimbangu lui-même avait compris, non. Comme on commençait déjà à le rechercher au mois le 6 juin, on commence à le rechercher 3 mois après, au mois de septembre, lui-même va se rendre volontairement. Il va se rendre volontairement, n'est-ce pas? Il va se rendre volontairement entre les mains des colonisateurs belges. Et c'est comme ça qu'il sera arrêté et transféré au Katanga. On l'a amené loin de chez lui. On l'a amené, imaginez-vous, Congo central jusqu'au Katanga. C'est très loin, M. Ricardo. On a compris que Simon Kimbangu était un demi-dieu dans son village natal en Kamba. Le Messie noir. Oui, le Messie noir. Donc ils ont compris qu'en Kamba, si on les laissait là-bas, on devait enregistrer des troubles et des troubles liés à son arrestation. Plusieurs dégâts. Plusieurs dégâts. Alors, il fallait l'éloigner. Il fallait l'éloigner, l'amener très loin de chez lui. C'est comme ça qu'on l'a amené au Katanga. Au Katanga, ce n'était pas chez lui. C'est comme ça aussi qu'on a fait avec Lumumba. Lumumba, il était Katakokombe, au Kasaï central. Mais on l'a amené aussi au Katanga. Mais la question maintenant, Ricardo, il faut vous poser la question, pourquoi tous les leaders congolais qui ont été assassinés, entre guillemets, à l'époque coloniale, tous on les a menés au Katanga? Et pourquoi? C'est puisque au Katanga, vous y retrouvez la plus mauvaise prison qui existe dans ces pays, la prison de Boulot. C'est une prison souterraine. Donc on appelle cette prison véritable mouroir. Vous entrez facilement, mais vous ne sortez plus. Entrer c'est facile, mais pour sortir c'est très difficile. Voilà pourquoi on éloignait ces gens. Mais aussi, les Belges voulaient éviter des troubles dans les milieux respectifs des leaders congolais. Au Kasaï, Lumumba était adoré. On ne pouvait pas le laisser au Kasaï. On ne pouvait pas non plus le laisser à Léopoldville. Puisque en 60, Lumumba était l'homme le plus populaire du Congo. Alors il fallait l'éloigner maintenant, l'amener très loin au Katanga, là où il y avait ses amis jurés. Tchombe, Godefroy Munongo et compagnie. Et c'est dans ce contexte que Lumumba sera assassiné. N'est-ce pas? Il sera le 16 janvier 1961 à 21h30, heure d'Elisabethville. Kimbangu aussi est mort le 12 octobre 1951 dans la même prison d'Elisabethville. Ah bon? Dans la même prison d'Elisabethville. C'est là qu'ils sont allés mourir. Donc vous allez comprendre que Lumumba n'est pas mort. Les petits Lumumba existent. Kimbangu n'est pas mort. Tous ces grands leaders ne sont pas morts, Ricardo, n'est-ce pas? Ils continuent à vivre à travers d'autres Congolais, n'est-ce pas? Bwanachui, on vient de parler de Bwanachui. Et il y a beaucoup de Bwanachui également, n'est-ce pas? Puisque si on ne défend pas ces pays, qui viendra le défendre? Personne ne viendra défendre ces pays. Voilà pourquoi nous devons prendre les taureaux par les cornes pour défendre la République. Et nous suit depuis Ouvira, monsieur journaliste Roberto Kituka Onge, qui vous dit particulièrement courage et historien Dani Kayeye. Merci. Et vous dit aussi, et vous salue malgré la distance. Les mots de la fin que je peux dire, M. Ricardo, à tous les auditeurs de Kako FM qui nous captent à pareil moment, c'est de leur demander seulement d'avoir l'amour patriotique. L'amour patriotique. D'aimer la patrie, d'éviter le tribalisme, d'être toujours prêt à mourir pour ce pays, d'être prêt à verser le sang pourvu que le Congo reste un et indivisible. Historien Dani Kayeye, nous vous remercions pour votre courage et pour votre sens historique de venir participer dans cette émission tout le mardi. Avec moi, avec la grande équipe qui est en train de nous accompagner tous les jours. Restez avec nous sur Kako FM, la fréquence modulée, la 97.2 MHz. Ensemble, découvrons comment la mémoire de Simon Kimbangu continue à vivre parmi nous. À tout de suite. Au revoir.